parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique, c'est l'émission qui cherche à vous faire aimer la politique précisément. Bienvenue sur Demain TV, nous sommes toujours au Café Français. Aujourd'hui, nous invitons Jean-François Copé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous connais, vous êtes maire de Meaux, député, vous avez été plusieurs fois ministre, ancien président de l'UMP, vous êtes candidat à la primaire de la droite, c'est pour bientôt. Période difficile, une campagne qui est dure. Est-ce que vous avez toujours aimé la politique ? Écoutez, c'est le sens que j'ai voulu donner à ma vie. Quand on est tout gosse, en fait, on a toujours des rêves. Hein. Certains. À quel âge, là, précisément ? Très jeune, écoutez, je sais pas, 7-8 ans. Enfin, bon. 7-8 ans, c'est-à-dire mais parce en que, CP, oui, peut-être. Et vous pensez quoi à ce non, moment-là ? en CP, non, c'est un peu. Non, 7-8 ans, on est déjà en CM1. CM1. CE2, CM1. Non, mais c'est surtout que, plus sérieusement, en fait, j'ai une famille qui n'est pas du tout dans la politique, mais qui a toujours été très, très patriote. Et c'est lié à son histoire, c'est lié à beaucoup de choses. Et donc finalement, j'ai rencontré cette histoire en 2009 dans un de vos ouvrages. C'est quand même intéressant, vous avez montré pourquoi vous vous étiez finalement engagé. On peut peut-être quand même en dire quelques mots. Écoutez, oui, peut-être simplement dire simplement que en fait, mon père et mes grands-parents ont été sauvés pendant la guerre dans une rafle organisée par les nazis à Aubusson. Ils ont été sauvés par des justes qui les ont cachés pendant le moment où les nazis investissaient cet immeuble du centre-ville d'Aubusson, et en les sauvant, il a sauvé une famille française a sauvé une autre famille française, et nous, toute notre enfance a été marquée par cette histoire, puisque notre père me racontait toujours cette histoire en disant, voilà, il y a eu pendant la guerre des salauds, hein, c'est vrai, mais il y a eu aussi des justes, et nous, on doit rendre à la France ce qu'elle nous a donné. C'est des phrases qui ont toujours résonné dans ma tête, et bon, j'étais issu d'une famille gaulliste, et donc, voilà, le service de la France m'a paru assez naturellement devoir se faire, pour moi en tout cas, par l'engagement politique. Voilà. Donc ça s'est structuré au fur et à mesure dans votre adolescence, parce que 8 ans, on est enfant, vous projetez comment ? C'est-à-dire à 8 ans, vous vous dites, vous regardez De Gaulle, il y a un personnage qui bien sûr, on a tous nos mythes. Ça fait d'ailleurs marrer un certain nombre de vos confrères, c'est qu'effectivement, dans mon imaginaire, il y a De Gaulle, il y a Napoléon, il y a Zorro, voilà, tout ça se mélangeait un peu. Mais bon, surtout, il y a l'envie de servir. Et puis bon, après, quand on grandit, qu'on mûrit, qu'on traverse des épreuves, qu'on exerce aussi des fonctions de commandement, parce qu'il ne faut pas oublier s'engager en politique, c'est aspirer à commander notre pays. Donc c'est vrai que moi, j'ai un apprentissage différent de celui de mes concurrents, puisque je suis maire d'une ville, la ville de Meaux, qui est une ville de taille moyenne, 55 000 habitants, mais qui est le reflet de la France d'aujourd'hui, avec ses quartiers difficiles, avec ses problèmes de nature très différente, et puis avec une jeunesse aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui en ont un peu marre d'être caricaturés, parce qu'ils habitent les quartiers, ils ont envie de sortir de tout cela, ils ont envie de montrer ce qu'ils savent faire, et il y a des réussites fantastiques dans les quartiers, ce qu'on ne dit jamais quand on en est loin, et ce que moi je vois en tant que maire de Meaux. Et voilà. Est-ce que vous auriez une proposition pour précisément ramener ces jeunes à la politique ? On voit qu'il y a une distance de plus en plus grande. Beaucoup s'abstiennent ou vont s'abstenir pour la présidentielle. Quoi leur dire ? Moi, je pense qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est que beaucoup de nos jeunes comprennent qu'il faut s'engager pour choisir celui dont on pense qu'il va le plus créer de dynamique. Moi, j'ai un message très simple qui est de dire, je rêve que dans notre pays, dans les 10 ans qui viennent, on ait créé les conditions pour que les jeunes Françaises et les jeunes Français réussissent en France, ne soient pas obligés de partir de France pour réussir. Oui, beaucoup s'en vont, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne. Ou dans le reste de l'Europe, voilà. Et je dis c'est dommage, mais c'est lié aussi à notre politique. Elle est pas du tout, elle date un peu du XXe siècle, quoi. Je vois la difficulté d'un certain nombre de mes collègues à comprendre le numérique. C'est pas normal. Il ne s'agit pas d'être spécialiste. Moi, je suis incapable de vous dire dans le détail comment fonctionne telle ou telle appli. Mais je pense en revanche que le rôle du politique, c'est de dire il
faut que on comprenne que les conditions du travail ont changé par le numérique, les conditions du rapport à l'info, à la religion, à l'agriculture, tout ça a totalement changé. Et donc plutôt que de faire croire qu'on va maintenir le CDI dans la même entreprise toute la vie, alors que c'est plus vrai, il faut décomplexer, moi qui défends la droite décomplexée, décomplexer l'idée de travailler sans être salarié. Oui, je vous donne un exemple. Moi, j'ai une mesure. Chaque jeune à l'âge de 16 ans, si je suis élu président de la République, aura un numéro de SIRET, c'est-à-dire d'inscription au registre du commerce, c'est-à-dire qu'il pourra travailler, gagner de l'argent sans être salarié. Vous voyez, ça aujourd'hui c'est tabou en France, alors que dans tous les autres pays du monde ça existe. Alors, il y a cet aspect-là économique qui fait que beaucoup de jeunes partent à l'étranger. Il y a aussi le fait que beaucoup de jeunes qui sont d'origine peut-être étrangère disent dans certains pays c'est pas un problème. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, on est accepté quelles que soient nos origines. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce problème-là ? Je pense que c'est à la fois vrai et faux. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être une barrière, mais ça l'est dans d'autres pays, il ne faut pas qu'on se mente. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nous, on a un problème en France, c'est que on a tout mélangé. Comme on n'a rien voulu organiser, comme on a culpabilisé surtout, tout s'est mélangé. La religion, les origines géographiques, les problèmes d'immigration, enfin tout s'est mélangé dans un n'importe quoi. Alors qu'il faut séparer les problèmes. Quand on organise la religion, on organise la religion. En l'occurrence, la religion musulmane, qui est la seule des grandes religions monothéistes à ne pas être organisée en France. D'où les dérives. Mais toutes les religions doivent être. Quand je dis organisées, c'est pas codifier les pratiques cultuelles. Ça relève pas du politique. En revanche, ce qui relève du politique, c'est le vivre ensemble. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les règles ne sont pas claires pour les mosquées, pour les imams, pour certaines pratiques. Voilà, c'est le rôle du politique. Henri IV l'avait fait avec l'édit de Nantes, Napoléon l'a fait avec le Concordat. Donc, il faut qu'on le fasse pour nos compatriotes de confession musulmane, qui sont les premières victimes de tout ça et qui souffrent deux fois, si je puis dire, qui souffrent dans leur vie de citoyen quand il y a par exemple des attentats terroristes, mais qui souffrent aussi en tant que musulmans, en disant mais ça n'a rien à voir avec notre religion. On est encore à quelques heures d'un débat télévisé qui a opposé Hillary Clinton aux États-Unis à Donald Trump, et les sujets sont assez similaires. Donald Trump a renouvelé son interdiction de rentrer sur le territoire américain pour les musulmans. Alors, ça dépend des territoires, a-t-il dit. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage ? Alors, certains le désignent comme populiste. Vous diriez quoi ? Vous diriez c'est la caricature du populiste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un populiste ? C'est quelqu'un qui attise les passions les plus extrêmes de la population de son pays au regard des problèmes qu'on a à vivre et qui, en réalité, fait des propositions qui sont, par définition, totalement irréalisables. Et il le fait pour exciter les passions sans jamais se préoccuper de la manière qu'il aura ensuite d'exercer le pouvoir. C'est tout le problème. S'il était américain, voterait pour Hillary Clinton. Enfin, en tout cas, certainement pas pour Trump. Bon, moi, je suis en désaccord avec la politique des démocrates sur un certain nombre de sujets. Mais de toute façon, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Les États-Unis ont d'autres défis à relever que les nôtres. Nous, notre sujet aujourd'hui, il est en réalité de rétablir le leadership en France. Il n'y a plus de commandement, le pays n'est plus dirigé, les présidents de la République prennent plus de décisions. Dans les institutions françaises. Mais c'est ça le paradoxe. François, vous avez raison. C'est tout le paradoxe. Les présidents français sont ceux qui ont les plus de pouvoir dans les démocraties, mais qui les utilisent le moins. C'est ça qui ne va pas. Et donc, moi, mon point, c'est de dire qu'il faut absolument changer ça. D'abord, il faut être beaucoup plus ouvert au monde, il ne faut pas craindre de regarder ce qui se passe ailleurs et s'inspirer des bonnes pratiques. Et puis, deuxièmement, il faut se décomplexer, quoi. Il faut assumer des décisions. Ouvert au monde, d'un mot, il y a eu une loi égalité réelle outre-mer la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il n'y avait que des députés outre-mer à l'Assemblée. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, mais en même temps, vous avez bien compris que derrière tout cela, il y a aujourd'hui une désaffection de l'action gouvernementale de part et d'autre. Ce gouvernement est complètement à la dérive, donc il n'y a même plus d'intérêt pour ce qu'ils font, quoi. C'est triste, hein. Donc voilà, c'est parce que cette loi, elle est importante, et en même temps, elle a été tellement mal préparée que il n'y a pas eu d'écoute du tout, il n'y a pas eu de dialogue avec l'opposition, donc tout le monde s'est senti très frustré. Ça arrive très tard. Il est de tradition un peu de vous poser un petit questionnaire avec des réponses juste oui, non, et puis c'est parce qu'il y a 6 questions en très peu de temps. Votre personnage préféré de l'histoire de France, et je rajoute hors de Gaulle. C'est une question toujours un peu difficile parce qu'en réalité, on nourrit son imaginaire de personnalités qui ont construit le pays. Il y a eu des très grands chefs d'État. Henri IV a été évidemment un très grand chef d'État. Richelieu, pour l'édit de Nantes, mais aussi pour l'organisation du pays. On oublie, mais Henri IV a été l'un des premiers
de l'ère moderne à intégrer la dimension économique dans le développement d'un pays et pas simplement les conquêtes militaires. L'atout principal de notre pays. Comment ? Aujourd'hui ? L'atout principal, en un mot, hein, l'atout principal. Sa créativité. Créativité. Le handicap principal. Son obsession de l'égalitarisme qui nivelle par le bas. L'événement le plus structurant de notre pays au XXe siècle. Écoutez, ça c'est pour vous, très subjectivement. L'événement le plus structurant, c'est sur un siècle entier, là vraiment vous êtes un peu dur, parce qu'il y en aurait plusieurs. Je ne vous ai pas demandé toute l'histoire de France. Non, je comprends. Sans doute ce qui a été le plus, pour la France, ce qui a été le plus dur et le plus traumatisant, c'est la défaite de juin 40. Ce qui a été sans doute le dernier grand sentiment de renouveau, ça a été mai 58, avec le retour d'un De Gaulle qui vient créer une nouvelle donne institutionnelle et politique. Quelque chose que vous auriez fait différemment dans votre carrière politique ? J'ai du mal à répondre à cette question. Moi, je n'aime pas refaire l'histoire. Vous savez, la vie n'est pas une page blanche. Elle est jalonnée de succès et d'épreuves. Donc, j'ai tendance à penser que les épreuves structurent les tempéraments. Celles que j'ai eu à vivre, notamment il y a 2 ans et demi, avec cette lamentable affaire dite Big Malion, hein, dont j'ai été totalement blanchi, m'a amené à comprendre que je pouvais surmonter de rudes épreuves. Voilà. Pour changer la vie politique, une mesure, alors peut-être pas de nature institutionnelle Pour changer la vie politique, je pense qu'il ne faut pas craindre le numérique. Plus les citoyens pourront participer à la confection de la décision, mieux ce sera. Après, c'est au chef de l'État de décider, mais que les uns et les autres soient associés, par exemple, à l'évaluation, que les citoyens puissent dire « Ah non, monsieur le ministre, vous aviez une loi à faire, vous ne l'avez pas faite. Vous deviez appliquer telle mesure, vous ne l'avez pas faite. » Par exemple, on parle beaucoup de référendum en ce moment. Référendum numérique, pour vous, ça serait l'avenir de la démocratie ? Non, pas du tout. Moi, je suis très hostile au référendum. Je pense que c'est une énorme erreur. Je crois qu'en réalité, la légitimité, c'est l'élection du président de la République sur un programme. Et donc, il faut que ce programme soit crédible pour qu'il le fasse. Les référendums, on les perd tout le temps. Parce que c'est un moment d'impulsion. Regardez le Brexit, qui est une catastrophe pour la Grande-Bretagne. Regardez la Colombie, avec ce référendum sur la paix avec les FARC, que les gens ont refusé, sans doute pour d'autres raisons, en Colombie. Idem en Hongrie. C'est à la fois très démago, parce que sur le moment tout le monde applaudit, et très suicidaire parce qu'on les perd à chaque fois. On termine par une question d'une étudiante, c'est toujours l'émission, je vais vous passer précisément la tablette, et il suffit d'appuyer. Bonjour Monsieur Copé, je m'appelle Noémie Lepevesic, je suis actuellement en double licence de droit-histoire à la Sorbonne. On le sait, votre père, parallèlement à sa profession, a mené une grande carrière d'acteur. On vous pense donc en tant que cinéphile averti. On a vu Ronald Reagan passer du monde du cinéma au monde du politique avec brio. Avez-vous déjà pensé à faire le chemin inverse ? Et si oui, à quel acteur, passé ou présent, aimeriez-vous être assimilé ? Écoutez, c'est une question qui effectivement a pu me tarauder dans mes jeunes années, parce que j'adore le cinéma, j'adore le théâtre. Ah, vous avez pensé donc peut-être à une Non, moi j'étais pas... D'abord j'ai laissé ça à mon père, moi je faisais plutôt du piano. Mais non, j'avoue que je n'ai jamais imaginé d'aller faire une carrière cinématographique après la politique, parce que chacun doit être dans son registre. Aussi, mais avec une différence, c'est que le comédien interprète un texte. L'homme politique, c'est son propre texte qu'il doit interpréter. C'est pas la même chose. Et son interprétation, elle est d'abord dans la logique de convaincre. Donc ce qu'il y a de commun, c'est l'art d'exprimer. Ils sont pas toujours. Bien sûr. Vous écrivez pas tous vos discours. Non, bien sûr. Enfin, l'idée qui est sous-jacente. Interprétation. L'idée qui est sous-jacente, c'est quand même que si vous n'avez pas matériellement, vous n'écrivez pas chaque mot de votre discours, vous le portez. Sinon, alors, ce serait grave quand même. Ça peut arriver. Il y a des hommes politiques plus ou moins sincères. Mais le comédien interprète le texte d'un autre, les idées d'un autre. Mon père
puisqu'on faisait allusion, il a bien joué un rôle de communiste dans Plus belle la vie, et le rôle du maréchal Pétain dans La Rafle. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est ni communiste ni pétainiste, de loin s'en faut. Donc voilà, c'est ça qui fait la différence avec l'homme politique. L'homme politique doit d'abord porter son On lui fait plaisir, on essaie de répondre, on essaie de trouver un acteur. Alors écoutez, un acteur, c'est une question très difficile, parce qu'en réalité, moi je suis amoureux des acteurs. Plutôt français, plutôt américain, plutôt italien? Écoutez, moi je suis amoureux des acteurs, de manière générale. Je trouve j'adore m'identifier à un certain nombre d'entre eux. J'ai adoré Harrison Ford dans Indiana Jones, j'adore Bruce Willis, et parmi les jeunes comédiens, je dois dire que j'ai une admiration sans borne pour des comédiens de cinéma et de théâtre. Il y en a un en particulier auquel je songe là, naturellement, mais il y en aurait beaucoup d'autres. C'est Guillaume Gallienne, qui était bouleversant dans Lucrèce Borgia, qui est un acteur magnifique. Voilà, mais il y en a plein, tellement d'autres. Merci Jean-François Copé. Merci à vous. Bon courage pour la fin de la campagne. C'était avant, j'aimais pas la politique, mais ça c'était avant. À bientôt sur Demain TV. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,